Salut à tous, Vincent pour Jour après jour by D-Day Live. Ici, nous sommes donc à Perrier, à l'espace Hamilton-Le Vaufre, donc pour évoquer la libération de Perrier donc en fin juillet 1944. Donc pourquoi ici? Tout simplement parce que je suis accompagné de Christian Le Vaufre et son père à l'origine de toute l'histoire de la 90e racontée ici en France depuis la guerre, entre guillemets, la libération, jusqu'à son décès. Et c'est lui qui a œuvré pour mettre en lumière la division et aussi a été le tout premier en France, en Normandie, à recueillir les familles, les vétérans, que ce soit de la 90e, mais aussi de toute l'unité et aussi côté allemand. Et c'est quelqu'un d'important dans l'histoire de la division, avec son fils Christian et sa famille. Donc Christian est le président de l'association Normandie 44 90e division US. Et c'est une petite structure, mais qui œuvre énormément sur le secteur de Perrier, toute la Manche, pardon. Ce sont que des bénévoles et l'espace Hamilton-Le Vaufre est tenu par des bénévoles et mérite d'être reconnu. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu avec Christian. Et donc Christian va évoquer les combats de la 90 sur Perrier, et mieux à même que moi. Et je lui laisse la parole. Bonjour, comme Vincent l'a dit, je m'appelle Christian Le Vaufre et je suis le président actuel de l'association Normandie 44, 90e division US, une association qui a été créée par mon père en 1998. Mais bien évidemment, même avant la création de cette association, il y avait déjà une bande d'amis qui a œuvré pour accueillir des vétérans américains et allemands depuis le milieu des années 1960. Et à ce jour, il en est venu plusieurs centaines, pour ne pas dire des milliers, jusqu'à Perrier. Et ce lien d'amitié particulier qui était créé entre ces anciens vétérans et la population de Perrier perdure au-delà des années, au-delà des décès, et s'est poursuivi par le jumelage d'une ville aux États-Unis, Bethany Beach au Delaware, en 2010 avec Perrier. Perrier, effectivement, a d'abord été bombardé une première fois le matin du 8 juin, ce qui a fait 127 morts dans la population qui, instantanément, a cherché à essayer de trouver un refuge dans les campagnes environnantes. Le deuxième bombardement aura lieu le 13 juin et ne fera, entre guillemets, qu'un seul mort, puisque les populations sont déjà parties. Quant à la libération terrestre, à proprement parler, il va falloir attendre jusqu'à la fin du mois de juillet, le 27 juillet, pour que la ville de Perrier et sa région soient libérées. C'est-à-dire que depuis le débarquement de la 90e à Utah Beach, à compter de la journée du 6 juin, et puis surtout dans les jours suivants, le 7 et le 8, il va donc falloir 7 semaines à peu près pour parcourir la trentaine de kilomètres qui nous séparent à vol d'oiseau de Utah Beach jusqu'à ici. Donc, moi j'ai souvent pour habitude de dire que le débarquement à Utah Beach, en fait, a peut-être été la partie la plus facile. Contrairement à Omaha Beach où ça a été beaucoup plus compliqué, mais le débarquement à Utah Beach ne va faire, là encore une fois, entre guillemets, que 200 morts. Par contre, la vraie difficulté pour les troupes de la 90e et pour les autres divisions va réellement commencer dans les jours suivants, quand ils vont être confrontés à ce qu'on appelle la bataille des haies. Aucun état-major américain n'avait réellement pensé que cette partie du bocage, du milieu du département de la Manche, puisse être constituée de haies. À l'inverse, les soldats allemands qui étaient arrivés dans la région depuis le 18 juin 1940 avaient eu tout le temps de pouvoir savoir pleinement exploiter la technique du camouflage et le positionnement des mitrailleuses en tir croisé dans chaque angle d'un champ.
Il faut dire également que la plupart des soldats américains étaient des Bleus et qu'ils vont apprendre à leurs dépens, et jour après jour, la difficulté de se battre dans un environnement comme celui des... Ils vont devoir parcourir un certain nombre de combats dont on connaît en prenant dans l'ordre Chef du Pont, Amfreville, Gourbéville, pour arriver à des batailles essentielles comme celle du Montcastre, qu'on appelle la colline 122 à cause de son élévation sur les cartes américaines, et qui, pour une bataille qui va durer globalement du 3 au 12 juillet, va leur coûter environ 4000 hommes, jusqu'à ce que la colline puisse être prise, ainsi que son environnement. Et là, après quelques jours de repos à Gorges, ils vont être relancés dans une nouvelle bataille qu'on appelle la bataille de Save Island, qui se situe à Saint-Germain-sur-Sèvre et sur laquelle on reviendra peut-être plus longuement plus tard. Là, pour la première fois, la 90e va prendre une dérouillée et le moral de ces hommes va être durement affecté. Malgré tout, les ordres étant les ordres, et dans le cadre de la préparation de l'opération Cobra, Bradley demande toujours au 8e corps de positionner la 90e après la rivière la Sève, et donc c'est seulement le matin du 26 juillet que la 90e va réussir à traverser la rivière, un endroit qu'on appelle le chemin de l'hôpital, en y laissant malgré tout sur place 72 morts et 180 blessés. Une journée de combat presque au corps à corps parfois, jusqu'à ce que dans la nuit du 26 au 27 juillet, les troupes du 6e régiment parachutiste finissent par décrocher pour remonter une ligne de défense qui va se situer un peu au sud de Périers, là, du côté de Vaudreuil-Ménil. Ce recul des troupes allemandes va finalement laisser la route ouverte aux troupes de reconnaissance de la 90e, suivies du 359e, qui vont arriver à Périers dans l'après-midi du 27 juillet. Et dans la soirée, la ville de Périers sera complètement libérée après un dernier accrochage sur la route de Coutances.